Alors bonjour, ma classe de PME et de planification financière première année. Vous avez, ceci c'est ma prochaine vidéo pour le cours de service à la clientèle et de vente. Il reste seulement quelques semaines à ce cours. Je peux vous dire que avec les 3 simulations pour prendre un rendez-vous et la simulation générale de vendre un produit, on va terminer les évaluations avec ces 4 simulations-là. Alors, j'aurai plus d'autres évaluations à vous faire faire que ceux-là, malgré que on va continuer à là, je vais m'y mettre encore plus là, pour faire la correction, puis vous donner du feedback pour que vous puissiez vous améliorer avec ces 4 simulations-là. Mais le contenu que je vais faire d'ici à la fin du cours sera spécifiquement pour vous aider à compléter cette dernière simulation-là, qui est le scénario ou la simulation de vente complète. Alors, on va faire les objections, on va faire la présentation, on va faire ce qu'on va faire aujourd'hui, qui est questionner le client pour analyser le besoin de ce client-là. C'est surtout le but de la présentation aujourd'hui. Alors, juste pour vous rassurer, là, c'est les quatre dernières simulations que vous allez faire, c'est ça que je vais compléter le cours au niveau d'évaluation. Alors, il n'y aura pas de test, il n'y aura pas d'autres simulations ou rien d'autre comme ça à faire que ces 4 simulations-là. Donc, vous êtes déjà en possession de ça. Vous êtes aussi en possession du livre Champion de la vente. Donc, vous pouvez aller à l'avance et lire dans ce livre-là pour vous donner une bonne idée de chacun des étapes que vous avez besoin dans votre simulation de vente pour être capable de le compléter. Donc, je vais poursuivre avec un peu une récapitulation du dernier cours. Je vais vous donner de l'information additionnelle sur où aller chercher votre information dans Champion de la vente. Alors, comme vous pouvez voir, ici, on parle de décrocher des rendez-vous au téléphone au chapitre 5 de Champion de la vente, partie 1. C'est dans cette section ici que vous allez avoir votre information pour vos simulations pour décrocher des appels ou des rendez-vous, je devrais dire. Donc, allez dans cette première, à partir de la page 104 jusqu'à la page 122, vous allez décrocher ou identifier plusieurs phrases clés, idées de modèles d'appels que vous devriez utiliser dans pour compléter ces différentes simulations-là si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc, je sais que je vous l'avais envoyé là, dans Remind, je crois, ou peut-être par courriel, là, quel chapitre ou quelle partie, quelle section, mais je voulais juste m'assurer de couvrir ça de nouveau pour que vous puissiez voir qu'est-ce que vous avez besoin de regarder dans ce Champion de la vente partie 1 là. Alors, si vous avez un petit peu de difficulté avec vos simulations, quoi dire, ainsi de suite, comme j'ai dit dans le dernier vidéo, ou peut-être dans des textes ou dans des messages que je vous ai envoyés par la suite, vous avez le livre de Champion de la vente dans votre ardoise. Et ça vous donne pas mal les détails que vous avez besoin pour compléter toutes les simulations que je vous demande de faire. Alors, si on regarde partie 1, parce que le champion de la vente est divisé en 2 parties. Moi, j'ai un livre ici qui a toutes les parties dedans, mais la partie ou le livre PDF a 2 parties. Donc, si vous allez découler et vous allez au chapitre 5, vous allez voir les appels d'entrée au point 5.2. Alors, si je vais présentement
à la section 5 de ce chapitre-là, les principes de base. C'est toute de la bonne information. Champion de la vente, c'est un livre exceptionnel. Alors, je vais avec l'art de communiquer. Attendez une seconde. Les appels d'entrée. Alors, ceci, c'est directement relié à vos exercices de simulation. À notre bureau, nous recevons plusieurs appels, que ce soit de la part de personnes qui nous connaissent, de réputation, ou de gens qui ont lu un de mes billets ou qui ont remarqué la publicité à notre sujet. Ce sont des appels d'entrée. Je suis convaincu que vous en recevez vous aussi de ce genre d'appels. Alors, chaque entreprise va recevoir des appels d'entrée. Comme je vous ai dit, ce qui est très important, et lui il le note juste ici, il se fixe 3 objectifs, puis ça c'est les choses que je vous ai dit aussi pendant le cours, se fixe 3 objectifs pour chaque appel d'entrée. On veut premièrement avoir son nom, ses coordonnées et booker un rendez-vous. Alors c'est ça l'objectif de n'importe quel appel d'entrée. Vous devez avoir ces 3 composantes-là de bien compléter. Je vous ai dit, si vous donnez des prix, vous allez probablement diminuer vos chances de succès avec cette personne-là pour la vente. Donc, essayez d'éviter autant que possible les prix. Dans certains cas, comme les assurances dommages, eux autres, c'est une pratique courante de donner des prix au téléphone. C'est peut-être pas la même réalité, mais dans la majorité des autres industries, il s'agirait d'éviter autant que possible de booker ou de prendre ou donner de l'information détaillée aux clients au téléphone. Il s'agit plutôt de faire des rendez-vous. Alors, je vous montre cette section ici pour commencer. C'est juste pour vous donner une idée là, de qu'est-ce que vous pouvez, de l'information que vous pouvez aller chercher pour compléter votre simulation. Alors, je suis dans la section 5, dans le chapitre 5 de la partie A du livre Champion de la vente. Mais à partir de maintenant, c'est encore plus important et utile le livre. Donc, restez à l'écoute pour mes prochaines diapos. Alors là, on va regarder le dernier type de rendez-vous, d'appel pour booker un rendez-vous, et c'est les appels à froid. Puis les appels à froid commercial. Puis peut-être dans certaines situations des individus également, si vous en donnez, exemple, leur carte où ils ont rempli de l'information sur Internet, où ils ont rempli peut-être de l'information pour gagner un prix à un salon de quelque sorte, peut-être qu'ils vous ont donné la permission de communiquer avec eux autres. Alors peut-être vous pouvez faire un suivi de ça. Mais dans la majorité des cas, ça va être des appels à froid que vous allez faire qui vont être de nature commerciale en raison des lois sur les lois canadiennes pour communiquer avec les gens à la maison. Alors, les appels à froid, quand on parle des appels à froid, c'est des gens qui vont pas nécessairement s'attendre que vous allez leur donner un coup de téléphone. Donc, c'est des gens que l'on connaît pas, c'est pas des clients, c'est uniquement des gens qui vous pensez peut-être pourraient avoir un besoin pour votre produit ou votre service que vous voulez offrir. S'ils ne sont pas encore qualifiés, alors on ne peut pas vraiment les appeler encore, c'est un prospect qui a du potentiel. Alors, si vous regardez dans le livre de Champion de la vente, c'est à la section partie 1. C'est la dernière section dans ce livre de Champion de la vente-là qu'on va utiliser. C'est le chapitre 3, section 3. Alors, si je découle ici, vous pouvez lire ces choses ici. Mais dans ce livre ici, on vous montre comment vous organiser, à quel temps de la journée vous devriez appeler. Mais je vais découler encore. Alors, votre modèle d'appel.
Alors, vous ne pouvez pas imposer un appel téléphonique. Vous devez savoir exactement ce que vous voulez dire et comment vous allez vous y prendre. Se faire un modèle d'appel, c'est donner un corps, une forme, un sens à chaque appel. Lorsque vous appelez le client potentiel, vous n'avez qu'un seul objectif, obtenir le rendez-vous. Lorsque vous faites un modèle d'appel, vous divisez celui-ci en différentes étapes, tout orientées vers un même objectif. Alors, première étape, attirer l'attention du client. Alors, bonjour, mon nom est Serge Duguay de la compagnie Assomption Vie. Une fois que vous avez donné cette introduction-là, moi j'aime soit de poser une question pour attirer l'attention du client. Quelque chose comme, je me demandais si vous aviez eu la chance de lire le courriel que je vous avais envoyé. Alors, avant n'importe quel type d'appel à froid, j'aime autant que possible d'envoyer un courriel à l'avance pour lui donner un peu d'informations, pas trop. Et la raison que je n'envoie pas trop d'informations, c'est parce que je veux juste capter son attention. Je veux pas qu'il me refuse du départ de me rencontrer parce qu'il pense qu'il a tout compris puis il a tout vu, qu'est-ce que j'avais à montrer. Je veux uniquement juste susciter l'attention. Alors, vous pourrez lire ici, attirer l'attention du client. Ensuite, deuxième étape, identifiez-vous clairement, établissez le contact, donnez la raison de votre appel, demandez le rendez-vous et confirmez le rendez-vous. Alors ici, on vous donne même mot par mot qu'est-ce que vous pouvez dire au client. Alors, je vous appelle au sujet d'un courriel que je vous ai fait parvenir. Avez-vous eu le temps de prendre connaissance de ce courriel-là? On me dit que vous êtes responsable du marketing. On me dit que vous êtes responsable des assurances maladie chez vous. On me dit que vous êtes responsable des bénéfices. On me dit que vous êtes... Alors ça, c'est une autre manière d'établir ce contact-là. Est-ce que je parle à la bonne personne? Ensuite, donnez la raison de l'appel. Voici le cœur de la stratégie. Nous y consacrerons toute la prochaine section et on va vous suggérer certains scénarios. On va regarder à ces scénarios-là dans quelques instants. Demandez le rendez-vous et finalement confirmer le rendu. Alors ici, dans la section 5.6 du livre, on va regarder beaucoup plus spécifiquement la stratégie que l'on doit faire. Après avoir capté le rendez-vous, il faut lui donner la raison de l'appel et pourquoi il devrait nous rencontrer. Alors, revenons au point 4 de votre stratégie. Vous vous êtes présenté, vous avez établi une relation avec votre client potentiel. Il s'agit maintenant de donner la raison de votre appel. Rappelez-vous que votre seul objectif est d'obtenir un rendez-vous. Évitez de vendre à cette étape. Si votre client insiste que vous lui donniez plus d'informations, dites-lui seulement « Je suis désolé, mais je pense qu'il serait injuste que il serait injuste que vous preniez une décision après une explication trop brève. Je préférerais vraiment vous exposer mon idée en personne la semaine prochaine. Est-ce que lundi ou mardi vous conviendrait? » Je ne suis pas un gros fan de cette phrase-là, parce que premièrement, ça commence avec un non. On avait appris dans le cours de service à la clientèle de commencer avec un oui. Et puis ensuite expliquer pourquoi on ne peut pas faire exactement qu'est-ce qu'eux veulent faire. Fait que si j'avais à tourner, changer, modifier cette phrase-là, je dirais plutôt avec plaisir. Ça me ferait plaisir de vous donner de l'information. Lors de notre rendez-vous, je pourrais vous expliquer les détails sur comment on peut améliorer votre performance et je vais expliquer dans quelques instants les choses que vous pouvez dire, dépendant du domaine que vous êtes dedans. Peut-être que je pourrais aller là tout de suite. Alors, si vous regardez ici, votre client ne vous accordera un rendez-vous
que s'il voit un avantage pour lui-même ou par sa société. Faites donc une liste complète de tous les avantages qui pourraient vous aider à obtenir rendez-vous. Un avantage accroît les bénéfices d'une personne et diminue les problèmes ou les tracas. Voici des avantages que nous citons. Augmenter la productivité. Alors, je ne parle pas du logiciel, je ne parle pas des détails du produit ou du service. Je parle au niveau, vous savez, on a parlé du caractéristique avantage-bénéfice. Eh bien, comment augmenter votre productivité? Alors, moi, je vais vous donner, je suis en train de vendre des produits qui peuvent vous aider à augmenter votre volume de vente, rendre votre équipe de vente plus efficace, augmenter la motivation et le professionnalisme dans votre équipe, rentabiliser votre commerce en sensibilisant davantage votre équipe de vente à ses responsabilités. Alors, c'est des phrases comme ça qui peuvent, sans donner de l'information très détaillée, aller toucher c'est quoi les bénéfices que la personne pourrait avoir de vous rencontrer. Alors, voici une autre liste qui sont plus spécifiques par domaine, si vous voulez. Alors, si je parle des ventes commerciales, rehausser l'image de marque que vous projetez à votre clientèle. Je vais juste en nommer une couple, là. Réduire vos frais d'exploitation de publicité ou d'inventaire. Attirer plus de gens à votre commerce. Si on parle de vente industrielle, on parle d'augmenter votre sécurité des emplois, des employés, réduire vos dépenses, créer une meilleure ambiance pour vos employés, réduire le taux de rotation chez le personnel. Alors là, je vais descendre. Si on parle de vente d'assurance ou de placement financier, on pourrait dire améliorer votre rendement sur vos investissements, garantir l'avenir et la sécurité de votre famille, réduire vos impôts, augmenter vos épargnes, améliorer votre performance financière. Si on parle d'assurance d'affaires plus générale, on peut parler d'éliminer certains risques rattachés à votre commerce, améliorer le rendement sur vos placements, vous éviter des problèmes futurs. Alors ça, c'est des... Pensez pas aux caractéristiques comme telles. Pensez pas à, ben moi je vends du papier, ou moi je vends un logiciel de comptabilité, ou moi, pensez à c'est quoi le problème et vous, qu'est-ce que vous allez solutionner dans ce problème-là. Alors moi, je vais présenter ça lors de mon appel et en évitant d'aller trop dans les détails. Alors, voici plusieurs suggestions que vous pourrez lire. Je vais vous donner un premier exemple. Voici un scénario que nous utilisons pour nos affaires. Alors, on se rappelle aussi que la personne qui a écrit ce livre, Michel Bélanger, et lui a une compagnie de formation de vendeurs. Donc, c'est ça qui est son domaine. Alors, M. Martel. Bonjour, M. Martel. Mon nom est Serge Huguet de la compagnie Champion de la vente. Je pense que vous nous connaissez, c'est bien ça? Alors, si j'étais l'Assomption Vie ou si j'étais une compagnie quelconque, il y a des fortes chances qu'ils vous connaîtraient. Bien, M. Martel, si nous avions quelques idées qui pourraient vous aider à représenter Excusez. Bon, bien, M. Martel, si nous avions quelques idées qui pourraient aider vos représentants à augmenter leur productivité ou leur volume de vente, je pense que ça pourrait être intéressant pour vous, n'est-ce pas? Alors, vous allez chercher, vous posez une question. La personne ne peut pas dire non à ce genre de questions-là. Alors, trouvez des fois la question que le client ne peut pas dire non est une excellente façon de enchaîner ensuite avec le but de votre appel et ensuite demander la question qui est préférez-vous lundi ou mardi. Alors, le but de mon appel, M. Martel, est simplement d'établir une rencontre afin de vous présenter nos services et de voir de quelle façon nous pourrions appuyer votre force de vente. Préférez-vous le lundi ou le mardi pour me rencontrer? Je suis dans votre territoire lundi ou mardi, alors quelle journée serait mieux pour vous? Alors ça, c'est un scénario. Vous voyez comment
bien organisé cet argument-là est. La personne n'a pas pu dire non à votre question qui était l'objectif que vraiment ils sont ici, là. Alors, c'est quoi le but, là, de votre produit ou de votre service? Les avantages, ils sont là, là. Attirer des gens dans votre commerce, ça serait intéressant, n'est-ce pas, monsieur? Augmenter votre visibilité auprès des organismes à but non lucratif serait une stratégie qui serait préférable pour vous, n'est-ce pas? Alors ça, c'est toutes des questions. Vous commencez avec le contenu qu'il y a dans ces éléments ici et vous formulez une question alentour de ça. Alors ici, il va y avoir beaucoup de scénarios. Scénario 1, bonjour, nanana. Alors, je ne vais pas toutes les lire, mais allez dans votre livre. Vous voyez, là, je suis à la page 121. Donc, dans ces bouts-là du document, vous allez trouver plein de scénarios qui pourront vous aider avec les appels de sortie à froid. Alors, à partir de maintenant, on parle de qu'est-ce qu'on fait avec le client une fois qu'on est dans une situation de rencontre avec une rencontre de vente. Donc, ça soit en face à face à la maison ou à votre lieu de travail. On parle de vraiment les étapes d'une rencontre en vente. Alors, la première étape, bien sûr, c'est l'accueil, la prise de contact. Bâtir la confiance est le premier objectif que vous devriez avoir. Parce que si le client n'a pas la confiance dans vos habiletés, il ne sent pas que vous êtes honnête et que vous avez leurs préoccupations en tête lors de votre entretien avec eux, eh bien, ils ne vont pas avoir confiance. La première chose pour bâtir une bonne relation, il faut être capable de bien écouter et bien établir ce niveau de confiance-là avec votre client. Donc, avoir un bon accueil est important, un beau sourire, prouver un peu votre crédibilité au niveau de votre client. Alors, démontrer votre expertise dans le domaine, combien d'années que vous travaillez là-dedans, si vous avez des certifications dans le domaine, c'est important. Alors, n'importe quoi pour donner ou établir cette confiance-là, que vous savez de quoi vous parlez lorsque vous conseillez le client dans ce processus-là. Et finalement, il faut que le client comprenne le processus. Comment cet entretien-là devrait passer. Alors, si vous me permettez, alors mettons que je suis ce vendeur-là. Si vous me permettez, je vais juste vous expliquer un peu le processus normal que je fais. Normalement, je pose quelques questions pour essayer d'établir vraiment c'est quoi vos besoins. Alors moi, je ne suis pas un type de vendeur qui pousse un produit, ainsi de suite. Je veux qu'on identifie ensemble les besoins que vous avez et qu'on trouve la meilleure solution possible. Alors normalement, le processus, c'est je pose quelques questions, on essaie d'identifier c'est quoi vos besoins. Ensuite, je vous présente des solutions qui pourraient être les mieux pour le type de besoin que vous avez et selon les priorités que vous avez, bien sûr. Donc, permettez-vous de commencer à vous demander quelques questions qui pourraient nous aider à avancer dans ce processus-là. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Vous n'avez pas besoin d'un gros script pour être capable de paraître chaleureux, paraître que vous vous souciez du client. Si vous n'êtes pas naturellement comme ça, je vous recommande de peut-être commencer avec vos amis en faisant des poignées de main, peut-être pas dans ce temps ici, là, avec ce qui se passe, mais
essayez d'analyser et faire de l'introspection pour voir si vous êtes naturel au niveau de l'accueil, comment vous rencontrez les gens, si vous souriez beaucoup, si c'est des choses que vous devez travailler avec. Et vous savez, l'exercice que je fais, le 1 à 10, là, une des choses que les gens vont se méfier, si vous paraissez timide, si vous paraissez, si vous êtes silencieux un peu, si questionner ou communiquer avec vous est un peu ardu, est-ce que vous cachez quelque chose? Alors, être capable de démontrer cette confiance-là à travers votre vocabulaire, à travers votre tempo, votre débit dans votre voix, c'est important. Regardez les gens dans les yeux, c'est important. Quelqu'un qui garde toujours à terre comme ça démontre ou ça pourrait donner l'impression que vous cachez quelque chose, que vous êtes incertain, pas sécure. Donc, bonne poignée de main, gardez les gens dans les yeux, rire de leurs jokes, faire des compliments. Hein, vous avez une belle maison, c'est accueillant ici, merci. Alors, ces genres de choses-là, puis il faut que ça soit autant naturel que possible. Si vous pouvez aussi parler de l'entreprise. Alors, dans votre préparation avec votre client. Exemple, si c'est un client commercial, si vous pouvez dire quelque chose à propos du client également. Comme j'ai remarqué que vous étiez dans le journal la semaine dernière, félicitations pour cet honneur-là que vous avez reçu, ou j'ai remarqué que vous avez fait des changements à votre garage, j'ai remarqué que vous avez augmenté le nombre d'employés dans votre entreprise. Dire quelque chose à propos de l'entreprise démontre que vous vous avez informé. J'ai remarqué sur votre site web telle chose. J'étais surpris d'apprendre que vous aviez telle chose. Alors ça démontre que vous êtes intéressé de les aider. Vous avez fait la recherche. Vous venez pas ici comme un cheveu sur la soupe en espérant que vous allez être capable de les aider, mais vous avez fait un peu de recherche. Alors l'accueil, la première prise de contact avec un client est super important pour développer cette confiance-là et pour bâtir premièrement cette relation. Donc, la majeure partie de cette session aujourd'hui va être justement sur la deuxième étape qui est de rechercher les besoins ou faire l'analyse de besoins du client, ainsi de suite. Alors, juste pour prendre un peu d'une façon globale, c'est quoi l'objectif de faire la recherche de besoins? C'est de poser toutes les questions qui permettent de cerner les besoins du client. Alors, dans quelques minutes, je vais passer à travers la section dans Champion de la vente qui touche exactement à cette analyse de besoins-là. Je peux vous dire que l'analyse de besoins est surtout important au niveau des ventes complexes, des ventes consultatives et puis interactives. Donc, moi, je vais présenter ces objectifs-là que le livre vous présente, mais c'est important de comprendre que la relation dans une situation de vente interactive ou de vente complexe, c'est de prendre un rôle de conseiller comme responsabilité, si vous voulez, dans le processus de vente. Donc, vous devez vous assurer que, premièrement, vous devez comprendre que chaque client va avoir différents besoins. Alors, même si vous vendez, exemple, vous vendez des Subaru, chaque personne qui achète un Subaru va probablement acheter ce Subaru-là pour différentes raisons ou pour satisfaire différents besoins. Alors, il faut comprendre ces besoins-là afin de présenter la solution ensuite en lien avec ces besoins-là. Et puis, vous devez
vous assurer que le client réalise que vous êtes à l'écoute de leurs besoins et que vous n'êtes pas juste en train de pousser un produit sur le client parce que vous avez des meilleures commissions sur ce produit-là ou parce que vous allez atteindre vos objectifs du mois. Alors, il ne doit pas avoir un sentiment du tout que la raison pourquoi vous parlez à ce client-là est que vous voulez faire une vente. Vous devez jouer le rôle de conseiller et lui, il doit sentir que vous êtes là pour les aider à prendre la meilleure décision possible. Alors, il faut écouter attentivement les réponses du client et reformuler pour être certain d'avoir bien compris. Identifier le besoin, placer ses besoins dans l'ordre d'importance du client et finalement, vérifier avec le client si vous avez bien compris c'est quoi les besoins qu'il a. Alors, pour la section d'analyse de besoins, vous allez besoin de tourner ou aller au prochain livre ou prochaine partie du livre Champion de la vente. Alors, vous aviez la partie A puis la partie B ou la partie 1 puis la partie 2. Donc, vous êtes maintenant dans la partie 2 du chapitre au chapitre 6 de la partie 2, le processus de vente. Alors, je ne vais pas aller gros en détail. Je pense que c'est une lecture que vous pouvez faire à votre propre en votre propre temps. Mais je voulais juste vous montrer cette section ici. La vente interactive représente beaucoup plus qu'une simple transaction commerciale. Alors, oui, je sais que la vente d'auto, là, ça peut être une exception. Il y a quelques produits comme ça qui sont plutôt complexes, qui sont différents. Mais c'est pas comme vendre du linge, exemple. Ou c'est pas comme avoir un magasin où vous vendez des produits comme la pâte à dents ou juste faire le marchandisage du produit et d'aider les clients à aller leur trouver leur grandeur de blouse ou de chemise. Oui, c'est de la vente, mais c'est pas nécessairement aussi complexe que de quoi on va parler aujourd'hui. Alors, la vente interactive représente beaucoup plus qu'une simple transaction commerciale. Elle fait de chaque client le centre de toute préoccupation de l'entreprise. Elles se font sur deux principes de base. Alors, vraiment, lorsque l'on regarde la vente dans un commerce au détail, puis moi, j'ai été superviseur, gestionnaire dans des magasins de grande surface, puis dans des boutiques. Je peux vous dire que le point que moi, je mettais de l'emphase le plus dans ces magasins-là, c'était d'augmenter le nombre d'items que le client veut acheter. Et le deuxième point était d'augmenter le coût total de la vente. Alors, si je voyais qu'un client prenait une telle marque qui était moins dispendieux qu'un autre et que je savais que cette qualité-là de produit était meilleure, j'essayais de lui convaincre d'augmenter la qualité de son produit pour satisfaire un besoin que peut-être qu'il ne connaissait pas ou qu'il ne réalisait pas qu'il avait, si tu veux. Puis pour le premier, c'était d'augmenter le nombre d'items par achat. Alors je dirais que dans un magasin, et la façon qu'on peut faire ça, c'est si vous vendez des souliers, et c'est de vendre le spray protecteur pour s'assurer que le soulier reste beau plus longtemps, ou vendre un autre produit comme s'ils veulent acheter une paire de pantalons, eh bien cette chemise ici va très bien avec ce pantalon-là. Faire des recommandations si tu veux, pour essayer d'augmenter le nombre d'items par vente.
Alors, c'est ça qui était le plus gros de l'effort de vente que je demandais à mes vendeurs de faire à l'intérieur d'un magasin. Bien sûr, l'accueil, le service à la clientèle et tout ça était très important dans ces types de boutiques puis de magasins de grande surface-là. Mais c'était pas beaucoup le processus que l'on va parler aujourd'hui, qui est un petit peu plus, ou pas mal plus complexe, parce qu'on doit faire vraiment une analyse du besoin du client complet, au lieu de juste dire qu'est-ce que vous préférez, le rouge ou le bleu, là. Alors, on parle d'une vente interactive et c'est une vente où il y a une communication des deux côtés pour vraiment découvrir c'est quoi le besoin. Elles font sur deux principes de base. La communication basée sur le besoin du client, pas la communication basée sur le désir de vendre un produit. Alors, vous comprenez la différence. La communication basée sur le besoin du client et la nécessité d'adapter notre processus de vente au processus décisionnel du client. Alors, je ne vais pas encore répéter le processus décisionnel du client, mais vous vous rappelez, j'ai parlé l'identification qui a un besoin, être capable de rechercher de l'information, faire une analyse des solutions découvertes. Alors, rappelez-vous que le processus décisionnel du client, chaque client passe à travers d'un tel processus et au niveau de vos étapes de la vente, vous devez aussi être en parallèle avec ce processus décisionnel du client-là pour être capable de reconnaître, de vendre un produit à ce client-là. Maintenant, si le client n'a pas encore identifié qu'il y a un problème, si le client n'a pas encore réalisé qu'il y avait un besoin, eh bien, c'est là que c'est important de commencer à ce niveau-là. Mais s'il arrive déjà convaincu qu'il y a un besoin, convaincu qu'il y a un problème, eh bien, c'est d'identifier maintenant ce besoin-là que le client a. Alors, je ne vais pas passer à travers de cette section ici, là, qui est la section 6.1, les besoins du client, pourquoi les clients achètent. Comprenez que chaque client achète pour différentes raisons. Vous devez aller chercher c'est quoi qui va le motiver, c'est sur quel point qui va être le plus important pour lui dans sa prise de décision. C'est ça qui va rendre ou qui rend exceptionnel un bon vendeur dans un mode de vente interactive, c'est d'être capable d'identifier vraiment ce besoin-là plus que peut-être quelqu'un qui passe tout de suite à la présentation des solutions sans avoir fait une vraie bonne évaluation du besoin. Alors bien sûr, vous avez probablement déjà entendu parler de la pyramide de Maslow et tout ça. Si vous sentez que le client, la raison pourquoi et ce qui est super important pour lui ou elle, ça va être le côté sécurité, ça va être qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont penser de son achat, ou le prestige, la reconnaissance de son produit qu'il veut acheter, et peut-être même le besoin de réalisation. Alors, pensez à tous ces éléments-là lorsque vous allez créer votre argumentation sur la vente, mais c'est important dès le départ d'identifier c'est quoi qui est important pour vous. Alors, je vais vous laisser l'opportunité de lire cette section ici dans Champion de la vente par vous-même. Alors, passons maintenant à le processus décisionnel. Alors, pour vous convaincre davantage, pensez au dernier achat que vous avez fait. OK. Alors, pensez maintenant
Juste pour voir là, si vous comprenez ou si vous êtes d'accord avec moi pour être un petit peu plus convaincant, je veux que vous convainquiez vous-même de qu'est-ce qu'on dit là ici à propos d'avoir des besoins qui sont peut-être plus émotionnels, si vous voulez, dans le choix des choses les choix que vous faites au niveau de l'achat d'un produit. Alors, pensez au dernier achat que vous avez fait. Que ce soit un automobile, une maison, un voyage, dans votre choix de venir au Canada, si vous venez de l'extérieur, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce qui vous a décidé à effectuer cet achat? Pouvez-vous définir le sentiment d'inconfort, d'insatisfaction qui a donné naissance à votre problème? Y a-t-il d'autres facteurs d'influence qui ont joué un rôle? Alors peut-être c'est la pression sociale, ou peut-être c'est l'influence externe comme vos parents ou vos amis. Alors pourquoi vous avez décidé d'acheter un iPhone au lieu d'un Android, au lieu d'un Samsung? Avez-vous recherché d'autres solutions? Avez-vous évalué avec soin tous ces processus ou toutes ces informations-là sur votre choix? Avez-vous eu des doutes sur la solution que vous alliez prendre ou que vous vouliez décider dessus? Avez-vous pesé le pour et le contre? Qu'est-ce qui vous a motivé dans votre choix? Pourquoi avez-vous opté pour un modèle en particulier et pourquoi l'avez-vous acheté de telle entreprise plutôt qu'une autre? Alors, je veux que vous posiez, s'il vous plaît, le vidéo en ce moment et vous regardiez de nouveau ma question. Pensez à un achat que vous avez fait et je veux que vous vous posiez ces questions-là pour voir le processus que vous avez passé à travers. OK. Alors, j'espère que vous avez fait cet exercice-là. Alors, maintenant que vous êtes de retour, on va poursuivre. Alors, au chapitre 6.5, section 5, on parle de vente interactive. Les deux principes sur lesquels s'appuie la vente interactive nous permettent de tirer les conclusions suivantes. Alors, c'était quoi ces deux principes de base-là? C'est la vente est axée sur les besoins du client. Et deuxièmement, vous devez découvrir c'est quoi ces besoins-là. Alors, je vais regarder ici. La communication est basée sur les besoins du client et la nécessité d'adapter le processus de vente au processus décisionnel du client. Alors, c'est important de baser notre rencontre de vente avec le client basé sur ces deux principes-là. Alors, chaque individu a son propre raison d'effectuer chacun de ses achats. Ces raisons dépendent d'un seul besoin, d'un ensemble de besoins, excusez, et de différents facteurs d'influence. Alors, posez souvent des questions comme « Est-ce que c'est seulement vous qui allez prendre la décision? Qui va conduire cette auto-là? Qui pourra prendre avantage de cette photocopieuse-là? C'est qui va être l'utilisateur de cette machine-là que vous êtes en train de vendre? » Alors, c'est tous des facteurs d'influence que si vous pouvez aller chercher des réponses à ces questions-là, qui pourraient être importants au niveau de la prise de décision. Alors, peut-être que c'est la meilleure machine du monde, mais malheureusement, la personne qui va l'utiliser n'est pas très techno, donc ne pourra pas l'utiliser. Donc, ça va avoir un facteur d'influence sur la décision qu'il va prendre. Peut-être que, logiquement, vous avez prouvé votre cas, vous avez démontré que c'était la meilleure photocopieuse au monde, mais parce qu'il y a 3-4 étapes qui vont rendre la situation un petit peu plus complexe ou compliquée,
que ça ne sera pas la solution idéale parce que la personne qui va l'utiliser ne pourra pas l'utiliser à son plein maximum. Donc le prix ne voudra pas tous les avantages que cette machine-là a à lui donner. Donc pourrait être un influenceur ou un facteur d'influence dans la décision. Pour vendre, il faut d'abord déterminer ses raisons. Il faut également tenir compte du processus décisionnel du client. Dans une situation de vente interactive, les deux parties ne se considèrent pas comme des antagonistes, mais comme des partenaires. Alors, il faut vraiment que le client ressente ce niveau de partenariat-là que vous avez avec eux. Elles tentent de se comprendre mutuellement et d'échanger leurs idées, leurs valeurs et leurs points de vue et leurs connaissances. On est tellement habitué à cette image de vendeur qui tente d'influencer le client contre son gré. Alors, je vous ai déjà parlé probablement d'un vendeur d'auto usagé qui essaie à tout prix de vendre quelque chose à un client et pousse un véhicule, pousse un autre véhicule jusqu'à temps qu'il essaie de trouver un produit qui pourrait satisfaire le client. Alors, c'est pas pousser, mais c'est travailler ensemble avec le client qu'on doit faire à l'intérieur d'une vente interactive. Le rôle du vendeur devient celui d'un consultant dont la tâche consiste à évaluer la situation de son client, de son ensemble, à analyser à fond ses problèmes et lui proposer une solution. Afin de conserver son objectivité, le vendeur doit mettre de côté ses propres valeurs et surtout ne pas présumer des besoins de son client. Alors, imaginez une situation où vous avez un technicien en informatique qui devient vendeur. Quelqu'un qui est super connaissant en informatique et, mettons encore plus que ça, c'est un gamer. Quelqu'un qui aime beaucoup les jeux vidéo et utilise des PC pour jouer à ces jeux vidéo-là. Une petite madame rentre, puis tout ce qu'elle veut faire, c'est regarder sur Facebook et regarder peut-être des YouTube vidéos sur l'Internet. Et peut-être que, parce que lui, il préfère un tel ordinateur, il voit l'importance d'avoir un processeur très puissant pour jouer ses propres jeux, va tenter de, possiblement, s'il ne fait pas attention, il va tenter de pousser qu'est-ce que lui préfère comme produit sur le client qui a devant lui. Alors, ce n'est pas à propos de vous, ce n'est pas à propos de votre choix, ce n'est pas à propos de qu'est-ce que vous préféreriez. Alors oui, c'est vrai, peut-être acheter une crème pour le visage au Walmart coûterait bien moins cher et que vous, dans votre boutique que vous vendez, peut-être pas à vous, mais à votre employeur, vend le même produit qu'au Walmart, à part que vous, c'est 12 $ de plus cher chez vous qu'au Walmart, eh bien, il faut que vous compreniez que peut-être que vous n'achèteriez pas cette crème de nuit-là dans votre propre entreprise. Et que vous iriez peut-être chez Walmart acheter cette crème-là. Parce que vous ne voyez pas l'importance ou vous ne mettez pas l'importance dans l'endroit que vous avez acheté le produit. Et non seulement l'endroit, mais le fait que vous êtes capable de communiquer avec le client pour lui donner les bienfaits de cette crème-là versus un autre. Et cette plus-value-là, pour certains clients, ça vaut quelque chose, ça. Si vous êtes expert dans les crèmes et que vous reconnaissez que le Walmart vend le même produit à 7, 8 $, 12 $ de moins cher, allez-y. Vous n'avez pas ce besoin-là que l'autre a d'avoir de l'information, de se faire conseiller, d'avoir le prestige peut-être de l'acheter d'une telle boutique qui se verrait jamais
acheter une crème pour le visage chez Walmart. Imaginez-vous, pouvez-vous croire que Walmart vendrait une crème de visage qui serait à la hauteur de ma belle face? Eh bien, il faut comprendre que chaque client n'a pas exactement le même besoin et que la raison d'acheter un produit, vous devez vous mettre dans les souliers du client pour comprendre ça. Alors, j'espère que cet exemple-là vous a donné des bonnes idées comment, même avec le même produit, l'endroit que le client achète ce produit-là peut faire une grosse différence dans la décision de l'achat, du client. Dans une situation de vente interactive, il doit y avoir une hypothèse de départ selon laquelle il existe un besoin ou un problème à résoudre. Alors, le plus vite que vous pouvez vous rendre à cette confirmation d'hypothèse-là. Alors, soit qu'il y a un problème, ou il cherche une amélioration dans quelque chose, c'est le point de départ que tout bon vendeur doit aller chercher. Donc, dans le processus de vente comprend lui aussi 4 étapes. Alors, là, je vais juste vous présenter aujourd'hui le côté analyse du besoin. Je vais très peu parler des autres choses, mais ça suit un peu les étapes que je vous avais présentées initialement, mais lui, il met ensemble quelques étapes. Il les a pas de diviser exactement pareil comme moi. Alors, premièrement, c'est de qualifier. Cette étape le plus importante de tout le processus de vente interactive. Celle où l'on tente de comprendre la situation globale du client. Alors, si le point de départ du processus d'achat repose sur des besoins de l'acheteur, il importe de découvrir ses besoins. Les besoins ne sont pas toujours évidents. Un besoin commence à faire sentir par un léger malaise, une insatisfaction ou par rapport à la situation actuelle. Ainsi, si j'ai changé d'automobile il y a à peine quelques mois et que je suis pleinement satisfait de mon achat, je ne ressens aucun besoin pour un nouvel auto. Par contre, si celle que je possède date de 5 ou de 10 ans et que le compteur marque 300 000 km, il y a de fortes chances pour que je commence à être de moins en moins satisfait de son rendement. Le nombreux problèmes qu'elle m'occasionne commence à m'irriter et il suffirait d'une autre panne pour que je décide que mon degré d'insatisfaction a atteint un niveau d'intolérance qu'il me faut maintenant une nouvelle automobile. Maintenant, 10 ans avec un compteur de 300 000 km, c'est sûr que la majorité des gens à ce niveau-là iraient se chercher, ils sentiraient certainement un malaise. Premièrement, ils ont probablement dépensé à ce niveau-là quelques mille dollars pour des réparations. Il y a probablement tombé des gens en panne. Et puis, dépendant de quel genre d'amitié ils ont, quel genre d'amis ils ont, et les genres de cercles qui courtoient, il y a peut-être une gêne aussi d'avoir un véhicule de cet âge-là et avec le nombre de kilomètres qu'il a. Donc, le niveau c'est quoi le terme que je cherche? Le niveau d'insatisfaction ou de tolérance est différent pour chaque personne. Moi, j'ai un beau-père qui, lui, après 3 ans avec un véhicule, vraiment, il en a eu assez, là. Il va avoir du neuf. Alors, il ne va pas aller s'acheter un véhicule usagé. Il va toujours s'acheter du neuf.
Puis après 2 ou 3 ans, il va toujours changer son véhicule. Donc, est-ce que ça l'arrête d'acheter un nouveau véhicule, le fait que la minute que tu sors un véhicule du concessionnaire, le prix descend de 15-20 000 $? Non. Perdre de l'argent à l'achat, pour lui, n'est pas important. Lui, il aime la senteur du neuf, il aime les bébelles qui va, le prestige d'avoir un véhicule neuf. Il veut jamais avoir besoin de se soucier de faire de l'entretien majeur sur un véhicule. Donc, il achète régulièrement du neuf pour ne pas avoir à se soucier de ces choses-là. Donc, il y a plusieurs éléments ou raisons pourquoi il achète un véhicule. Donc, la tolérance pour lui est beaucoup moins élevée qu'évidemment quelqu'un qui... Ouais, c'est ça, moins élevé que quelqu'un qui conduit un véhicule de 10 ans à 300 000 km, où ce que eux ont beaucoup de tolérance pour, exemple, l'incertitude de conduire un vieux véhicule, un vieux bazou, ou la possibilité de tomber en panne, parce que pour eux, peut-être, ce qui est le plus important, c'est pas d'avoir un paiement sur un véhicule, ou peut-être pour eux, ce qui est important, c'est d'être capable de dépenser l'argent qu'ils mettraient sur un neuf, sur d'autres choses qui sont plus importantes. Donc, il est important d'être capable d'identifier c'est quoi ce besoin-là chez le client et comment il résonne de façon générale ou globale le malaise qu'il vit. La première étape consiste donc à découvrir s'il existe un tel degré d'insatisfaction entre la situation actuelle de votre client et la situation qu'il recherche compte tenu des produits ou services que vous offrez. Mais avant de lui poser la solution, il faudra apprendre à bien le connaître. Quelle sorte d'auto devriez-vous lui proposer? Pour le savoir, vous devez connaître ses critères de décision, ses préférences, l'utilisation qu'il compte en faire, l'importance qu'il accorde à cet achat, le nombre de personnes qui s'en serviront, ainsi que tous les autres paramètres qui pourraient vous aider à mieux circonscrire ses besoins. Alors, je vous avais déjà parlé que lors d'un achat d'un véhicule, je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes. C'est qu'est-ce que vous conduisez maintenant? Parce que les gens n'ont pas tendance à changer beaucoup leurs habitudes d'achat. Donc, une amélioration à ce qu'ils ont maintenant est probablement pas beaucoup loin de ce qu'ils ont déjà. Donc, c'est rare qu'on va voir quelqu'un qui va conduire un Toyota Camry et va aller directement à une Mercedes. Ou quelqu'un qui va conduire un, je sais pas moi, un Mazda 5 puis il va aller à un véhicule comme un BMW. À moins qu'il y ait eu un changement majeur dans son niveau de revenu ou changement d'emploi ou quelque chose de majeur dans sa vie, il n'y aura probablement pas un gros changement dans ses habitudes. Donc, être capable de demander la question, qu'est-ce que vous conduisez maintenant? Puis qu'est-ce qui va conduire? C'est pas à cause que moi, je conduis un BMW que si mon fils ou si ma fille va conduire ce véhicule-là, que je vais vouloir avoir quelque chose semblable à mon BMW. Alors, probablement que je voudrais quelque chose qui est plutôt jeune. Probablement que l'enfant en question voudra peut-être être impliqué dans la décision. Vous n'allez pas essayer d'y vendre une fourgonnette ou un camion. Vous allez probablement vouloir lui vendre un Honda Civic ou quelque chose qui fait plus jeune que les jeunes ont tendance à conduire de nos jours. Il faudra également découvrir tous les autres facteurs qui pourraient influencer sur sa décision et que j'ai décidé de nommer facteurs d'influence. Ses préjugés. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'un Ford?
Alors, il y a des gens qui, on parle, vous savez, il y a des blagues qui se disent à propos de certains véhicules, comme des Ford. À un moment donné, c'est plus le cas autant aujourd'hui parce que la qualité a amélioré beaucoup. Mais à un moment donné, on parlait des Ford. Savais-tu que ça veut dire Ford? C'est Fix or Repair Daily. Alors, il y a des gens qui aiment pas les GM, il y a des gens qui veulent juste acheter des imports, il y a des gens qui veulent pas. Alors moi j'ai eu une mauvaise expérience avec telle marque, je veux pas avoir ce. Alors tous les préjugés, c'est les valeurs, ses croyances, ses expériences passées, ses habitudes, son éducation, son attitude, son comportement, ses perceptions, ses émotions, ses passions et son état d'esprit au moment de l'achat sont toutes des choses qui pourraient influencer la décision. Si la personne est fatiguée, marabout, fait 3 magasins qu'il va voir, ça marche pas, il n'a pas encore trouvé quelque chose qui touche son intérêt, ben ça pourrait être tous des influenceurs ou des facteurs d'influence qui pourraient être à considérer comme vendeur lorsque vous allez présenter des solutions. Donc, c'est important de bien saisir, si je peux utiliser ce mot, pour être capable d'évaluer la situation du client devant vous. Selon votre domaine d'activité et la nature des produits proposés, certains de ces facteurs pourraient avoir une très grande influence sur la décision de votre client. La compréhension des besoins du client n'est pas une tâche aisée et nous verrons au chapitre 9 comment y parvenir en apprenant à conduire une entrevue de consultation structurée et méthodique. Donc, rapidement, la première étape je devrais dire la deuxième étape dans une entrevue de vente, c'est de faire l'analyse de besoins et le monsieur ici, Michel Bélanger, appelle ça qualifier le client ou qualifier le besoin du client. Ensuite, dans un autre temps, on parlera de démontrer, que nous on appelle présenter. Voici l'étape que préfère la majorité des vendeurs. Et souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est les vendeurs sont habitués, ils connaissent leurs produits, les besoins du client, ça c'est incertain, puis là on doit poser des questions. Donc ils sont inconfortables d'un peu à poser des questions parce que, ayant déjà été vendeur pour longtemps, je peux vous dire que je sentais des fois, je me trouvais un peu tannant des fois par les questions que je posais. Et ce sentiment de, pas que c'était réel, là, mais je me mettais un peu dans les souliers du client, puis je me demandais, je pense, il me trouve-tu un peu tannant là avec mes questions? Ça nous force trop rapidement, je trouve, et en tout cas dans mon cas, ça me forçait, ce dialogue interne-là, me forçait trop rapidement à aller dans la présentation des solutions. Donc, évitez de tomber dans ce même piège-là que moi, à plusieurs reprises, que j'ai tombé dedans, c'est que le client, lorsque l'entretien du départ là, est bien compris par le client et vous, et qu'on a accepté de passer à travers cette analyse de besoins-là, et que c'est de façon mutuelle, vous aurez moins cette tendance-là à aller directement à la présentation. Alors, dresser la table dès le départ va être important. Alors, vous réaliserez rapidement qu'une démonstration fondée sur les besoins de l'acheteur est très différente d'une présentation de vente axée simplement sur les caractéristiques et les avantages d'un produit ou service. Alors, je ne vais pas aller dans le gros détail, mais je peux vous dire que combien de fois je vois des gens présenter des caractéristiques, donner des avantages et mettre beaucoup d'emphase sur ces caractéristiques-là, que le client au départ vous a même pas, ou
leur a même pas donné comme raison ou comme besoin qu'ils avaient. Mettre trop d'emphase sur des choses qui sont peu importantes et complètement négliger les besoins initiaux du client qui vous avait noté. Alors, c'est important de suivre et de présenter en fonction de ces besoins initiaux-là dans l'ordre d'importance et de les présenter dans l'ordre d'importance du client. Alors, premièrement, c'est de qualifier, que nous, on appelle l'analyse du besoin. Ensuite, démontrer, présenter les solutions que vous avez à offrir. Rassurer, que nous, on appelle argumenter. Alors, votre propre offre de service peut laisser votre client perplexe. Et ça, bien de meilleur, est-ce bien la meilleure solution? Quelles sont les autres possibilités qui lui sont offertes? Quels sont les avantages de ce produit par rapport à ceux de vos concurrents? Alors, c'est toutes des choses que vous devez passer à travers lors de la vente. Ensuite, à convaincre. Alors, convaincre, je dirais que lorsque le client vous amène des objections, c'est qu'il cherche de l'information. Donc, je dirais que dans le contrage des objections, lorsque le client n'est pas encore décidé ou il n'est pas encore convaincu, c'est là que vous allez jouer vraiment. Il y a des formateurs en vente qui disent que la vente ne commence que là. Alors, avant ça, c'est simple, c'est facile, mais quand ça vient à contrer les objections, c'est à partir de ce moment-là que vraiment la danse de la vente, si vous voulez, commence. Alors, allons maintenant à la raison d'être de ce vidéo ici. On va continuer avec l'ordre de questionner. Alors, ici, dans le chapitre, à la page, ou dans la section à la page 22 de la partie B du champion de la vente, on parle de ne pas mettre la charrue devant les bœufs. Alors, l'ordre de questionner fait partie de tous les cours de technique de vente. C'est la première chose que l'on enseigne à celui qui débute. Pourtant, je suis convaincu que vous avez tous été victimes un jour d'un vendeur qui s'acharnait sur vous malgré un manque flagrant d'intérêt de votre part pour le produit ou le service qu'il vous proposait. En d'autres mots, même si dans toute bonne formation de vente, le côté analyse du besoin est ce que l'on parle le plus et qu'on identifie comme le plus important, quand ça vient à le faire, vous sautez rapidement par-dessus l'analyse du besoin et vous allez automatiquement à la présentation le plus vite possible parce que c'est ce que vous êtes le plus confortable avec. Moi, j'ai eu ce problème-là. J'ai été capable de passer à travers et de développer cette habileté-là d'analyser les besoins du client, mais c'était seulement en continuant à rentrer dans ma tête l'importance de faire cette bonne analyse-là en suivant plusieurs formations, en lisant plein de livres pour un peu me brainwasher à comprendre que l'analyse du besoin est super important et c'est quoi les questions demandées. Alors souvent, c'est peut-être que vous avez peut-être l'intention d'analyser le besoin du client, mais vous ne savez pas comment formuler les questions. Alors on va regarder certaines de ces questions-là que vous pouvez utiliser. Et souvent, ça vient un peu, honnêtement, avec de l'expérience. Une fois que vous avez cassé la face quelquefois là, dans des situations de vente et que vous avez réalisé que vous n'avez pas posé les bonnes questions, vous auriez dû identifier dès le départ certaines objections qui ont venu plus tard et que vous auriez pu détecter dès le départ lorsque vous avez fait votre analyse de besoin. Eh bien, vous allez voir que vous allez probablement changer votre façon de faire. Alors, c'est important d'apprendre par nos erreurs, ça c'est sûr.
Vendre, c'est aider un client potentiel à faire le lien positif entre votre produit, service ou solution et des besoins que peut être les besoins du client. Il ignore ou dont il n'est pas encore tout à fait conscient. Alors, ça se peut que le client ne réalise même pas qu'il avait un besoin et que c'est vous qui avez créé ou faites réaliser au client de ce besoin-là. Chaque client, vous allez souvent voir des gens dire « Ah, moi je regarde juste aujourd'hui, je suis juste curieux. » Alors, curieux, c'est une opportunité pour vous de rentrer un peu dans la tête du client pour être capable de lui faire réaliser que cette insatisfaction-là ou que cette incertitude-là dans la tête est probablement due au fait qu'il ressent un certain besoin. Alors, peut-être en lui demandant quelques questions, vous allez être capable de faire ressortir ce besoin-là. Chaque client est différent. Chacun a ses propres raisons d'acheter, propres critères de décision, et pour connaître ceux-ci, il n'y a qu'un seul moyen: poser des questions. Il est absurde de présumer des besoins d'un individu ou d'une entreprise avant de lui avoir demandé ces questions-là. Le premier objectif d'un vendeur, c'est justement découvrir les préoccupations d'un client, de voir si celui-ci éprouve un certain inconfort, qu'il existe un écart entre ce qu'il possède et ce qu'il pourrait obtenir. Dans la vente, mettre la charrue devant les bœufs, ça veut dire de parler de vous, de votre entreprise, des avantages de vos produits et services, sans tenir compte du client et de ce qui le préoccupe. Plus vous parlez, plus vous sombrez à ses yeux et plus il se convainc que vous n'êtes pas là pour faire une vente. Alors, je vais vous laisser lire le restant de ça, mais c'est juste pour vous dire que questionner, super important. On ne doit pas passer par-dessus cette étape importante-là. Alors, pourquoi poser des questions? Il y a plusieurs raisons pourquoi on pose des questions. Premièrement, pour faciliter l'interaction. Alors, en posant des questions, ça force les deux participants dans cette communication-là à participer. Alors, si vous présentez, souvent, il y a juste une personne qui parle. Mais en questionnant, il va y avoir la personne qui pose des questions, puis la personne qui répond des questions. Ensuite, la personne qui a posé la question va refléter la réponse de l'autre. Donc, vous voyez comment il y a un certain montant d'interaction. Alors, l'interaction, très bonne dans une situation de vente. Deuxième point, pourquoi poser des questions? Pour mieux connaître le client. Nous avons tous des points en commun. Alors, si vous pouvez trouver des points en commun que vous avez avec le client pour apprendre, ah, toi aussi, tu as 2 enfants. Ah oui, toi, ton enfant joue au hockey ou ton enfant joue au baseball. Alors, apprendre à connaître les besoins, ils sont importants, mais connaître qui est la personne. Tu as une telle connaissance, tu restes dans le même bout que moi. Apprendre à connaître le client. Bien sûr, découvrir ses besoins. Nous l'avons dit à quelques reprises, les gens achètent pour des raisons personnelles. Alors, c'est important de trouver c'est quoi ces raisons, ces besoins-là que le client a, qui sont spécifiques à eux. En posant les bonnes questions, nous nous abstenons de penser à la place de notre client et nous évitons de faire reposer nos arguments de vente sur des préjugés et des suppositions. Alors, ce qui est important pour nous n'est pas nécessairement important pour le client. Donc, c'est important, comme de fait, de demander et de poser des questions. Bien sûr, c'est important aussi pour orienter l'entrevue. Alors, si c'est le client qui vous pose des questions, c'est lui qui vous apporte dans la direction qu'il veut. Alors souvent,
on va commencer, le client une de ses premières questions pourrait être, c'est quoi le prix? C'est quoi telle caractéristique? Alors, c'est lui qui est en train de vous emporter dans une direction que peut-être c'est pour la présentation de la solution n'est peut-être pas la meilleure. Alors, exemple, si le client a dans l'idée qu'il ne veut pas payer plus que 10 000 $ pour une telle bébelle et que vous, votre bébelle que vous vendez est 15 000 $, mais qu'il y a une raison spécifique pourquoi aller 5 000 $ de plus que qu'est-ce que lui a dans la tête qu'il aimerait te payer, parce qu'elle est plus productive, parce qu'elle va vous sauver du temps, parce qu'elle va offrir des résultats de meilleure qualité, parce que cette qualité-là va lui permettre d'avoir plus de revenus. L'ordre de la présentation devrait demeurer la vôtre. Donc, laissez pas le client, dès le départ, contrôler la conversation. La personne qui pose des questions contrôle l'entrevue. La personne qui pose des questions contrôle la conversation. Alors, si jamais qu'un client vous dit quelque chose comme « Ah, c'est quoi le prix? » Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez dire si vous regardez ici, au 3e paragraphe? C'est très relatif. Voyez-vous, nous offrons plusieurs services qui correspondent à différents besoins. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites présentement pour telle chose? Alors, vous acceptez la question du client, mais vous lui donnez une réponse qui est juste, mais qui démontre que c'est pas le meilleur temps maintenant de demander cette question-là parce que j'ai pas encore une bonne idée de quelle solution je devais vous recommander. Donc, vous allez tout de suite dans le mode questionner votre client pour prendre le contrôle de la conversation à ce moment-là. En répondant à une question par une question, vous reprenez le contrôle de l'entrevue. De toute façon, comme vous pouvez répondre à une telle question alors que vous n'avez aucun élément vous permettant d'établir un prix satisfaisant. Alors, vous ne pouvez pas répondre à toutes les questions dès le départ parce que peut-être vous n'avez pas encore fait une décision sur quelle solution serait mieux pour vous. Pour eux, je devrais dire. Une autre raison pourquoi on pose des questions, c'est pour bâtir la confiance du client. Les gens adorent acheter, mais se méfient des vendeurs. Donc, si vous posez des questions qui paraissent à démontrer que vous vous souciez vraiment des besoins du client, eh bien, le client vous allez bâtir votre confiance auprès du client en posant ces questions-là. Une personne, je pense que je vous l'ai déjà dit, adore acheter, mais n'aime pas se faire vendre. Alors, poussez pas des solutions si vous n'avez pas été capable de bâtir cette confiance-là dès le départ avec les clients. Une autre raison qu'on pose des questions, c'est pour évaluer sa compréhension et son intérêt. Alors, pour identifier son niveau de compréhension de sa propre situation, alors, si vous demandez quel genre d'ordinateur avez-vous présentement, est-ce que vous utilisez des ordinateurs au travail, qu'est-ce que vous connaissez de telles caractéristiques, savoir votre point de départ au niveau de sa compréhension est important. Et le deuxième point, c'est son niveau d'intérêt. Qu'est-ce que vous pensez de la qualité, mettons que vous vendez des télévisions, est-ce que vous avez pensé ou songé au niveau de définition de votre télévision? Est-ce que ça c'est important pour vous? Oh, ben moi je me connais pas là-dedans, là, trop là. Pouvez-vous m'expliquer ça? Ben là, vous savez à quel niveau
la compréhension du client sur le produit ou service que vous êtes en train de vendre. Vous pouvez aussi, à travers le questionnement, préciser certains faits. Ces faits-là, exemple, comme c'est qui va conduire le véhicule. Vous pouvez ensuite valider votre compréhension et préciser ces faits-là que le client vous a déjà donné, mais pour vous assurer que le client a bien compris, que vous avez compris, vous allez préciser ces faits-là chez eux. Vous pouvez aussi déceler dès le départ certaines objections. Alors, exemple, peut-être que le client vous donne l'impression que il n'y a peut-être pas de tangent pour une telle marque. Il y a peut-être des craintes ou des doutes à propos d'une telle marque. Avez-vous déjà entendu parler de la marque Ford, M. Duguay? Est-ce que vous avez déjà entendu parler des télévisions Samsung? Au lieu de lui présenter tous les faits à propos de la qualité d'une telle marque, commencez premièrement en demandant la question. Ça vous sauverait beaucoup de temps, ça, être capable de demander cette question-là avant même de présenter toute cette information-là. Être attentif aux clients. Alors, pour démontrer vraiment, premièrement, si vous faites l'écoute active qui est répétée, refléter les émotions du client, ça vous force un peu dans le questionnement d'être attentif à ce que le client dit et être à l'écoute de ce qu'il dit. Alors, vous êtes encore en train de développer votre relation avec ce client-là. Donc, démontrer ce côté attentif du client, c'est important. Donc, c'est tout pour le moment. Donc, vraiment, je pourrais vous donner des exemples de questions à poser, mais chaque domaine va être complètement différent. L'important, c'est de vous mettre dans les souliers du client, d'un client typique, d'apprendre surtout qu'est-ce qui est ses habitudes, qu'est-ce qui pourrait être les facteurs d'influence sur la décision, et de se préparer à l'avance avec ces questions-là. Si vous êtes déjà dans votre domaine depuis quelque temps, les questions devraient commencer à être de plus en plus claires. Mais dans les premiers jours que vous commencez à travailler dans un tel domaine, il serait important de vous asseoir avec un vendeur d'expérience, quelqu'un qui vous donne de la formation, et lui demander c'est quoi les questions qui vont influencer la décision des clients, qui sont les plus importants à poser aux clients. Alors, comme je vous ai dit, au niveau de l'automobile, c'est quoi que vous conduisez maintenant? Qui va conduire ce véhicule-là? C'est qui doit prendre la décision? Est-ce que vous allez décider sur l'achat vous-même ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va prendre la décision avec vous? Alors, c'est des questions qui sont super importantes dès le départ qu'il ne faut pas manquer lorsque vous faites la vente de cette façon-là. Alors, pour l'instant, c'est tout. Alors, bonne simulation et à la prochaine fois. Alors, en résumé, juste pour finir cette deuxième étape-là de la recherche du besoin ou faire l'analyse du besoin, il s'agit de poser des questions qui permettent de cerner les besoins du client, écouter attentivement les réponses que le client vous donne et de reformuler pour être certain d'avoir bien compris c'est quoi exactement les besoins, mais savoir aussi l'ordre d'importance, le poids de chacun de ces critères-là que le client va utiliser pour prendre une décision au niveau de son achat. Maintenant, je vous demande de faire un petit exercice individuel, personnel,
Pensez à un étudiant qui veut prendre un programme. C'est un nouveau programme d'études au CCNB. Qu'est-ce que c'est qui est important pour lui? Pensez aux questions que vous devriez demander à un étudiant dans ce genre de scénario-là. Prenez le temps de les écrire pour être capable de vous préparer pour un entretien comme si vous aviez à faire des suggestions ou des recommandations aux clients, à un étudiant, pour prendre un nouveau programme d'études au CCNB. Deuxième exercice, client qui veut acheter des meubles. C'est quoi qui sont les clients, les questions que vous devriez demander ou poser à un client maintenant que vous travaillez chez Leon's et que ce client rentre chez vous pour acheter des meubles. C'est quoi les questions que vous devriez demander à un client? Prenez le temps de les écrire. Client qui veut ramasser de l'argent pour les études de ses enfants. Qu'est-ce qui est important pour ce client-là? C'est pourquoi il choisit de ramasser de l'argent pour les études de ses enfants. Quel âge ont ses enfants? Quel genre d'études il pense qu'il aimerait de motiver ses enfants à aller poursuivre? Est-ce qu'il connaît le coût de l'éducation? Qu'est-ce qui était sa part de qu'est-ce qu'il aimerait d'atteindre comme revenu ou comment d'argent il aimerait mettre de côté pour ces études-là? Est-ce qu'il prévoit qu'il aimerait payer au complet les études de l'étudiant avant de commencer les études? Est-ce qu'il prévoit vouloir ramasser seulement une partie ou au complet? Alors, toutes des questions que vous devriez... Alors, prenez le temps de les écrire à votre guise, là, présentement. C'est un réflexe que vous devriez avoir à chaque fois que vous rencontrez un nouveau client, ou peut-être pas à chaque fois que vous rencontrez un nouveau client, mais certainement quand vous commencez un nouvel emploi dans un domaine très spécifique, d'identifier c'est quoi ces questions-là qui sont le plus importantes dans mon domaine. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais préparer la prochaine diapo ou la prochaine vidéo qui sera sur la présentation de ces solutions-là aux clients. Alors, à la prochaine fois.